quels héritages qu'on a reçus des sociétés du passé. Je veux dire, quelle richesse qu'on a aujourd'hui, mais qu'on a reçue par-delà les millénaires des sociétés d'autrefois. Bien, c'est notre alimentation. La majorité des plantes qu'on mange, comme les animaux, bien, ça a été cultivé, c'est des choses qui ont été domestiquées. Ça a commencé environ il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ. Au départ, au niveau des animaux, par exemple, il y avait les chèvres, les moutons, les vaches, il y a eu les poules. Il y a 5500 ans, ça a été les chevaux. Il y a eu les chameaux, les dromadaires, lamas, alpacas, les chats. On estime il y a à peu près une trentaine d'espèces domestiquées si on inclut les pigeons, les abeilles, puis les vers à soie. Puis ça, c'est les sociétés d'autrefois, dans le fond, qui ont domestiqué ça. C'est que c'est des animaux qu'ils ont trouvés dans la nature, ils s'en sont occupés pendant des générations, puis ils ont choisi les meilleures lignées, les animaux qui avaient les meilleurs avantages pour les humains. Concernant les plantes, c'est la même chose. Le riz, le sorgho, le manioc, les patates, tomates, le blé, l'avoine, les haricots, tout ça, c'est des plantes qui ont été trouvées dans la nature, qui ont été domestiquées, cultivées pendant des années, puis dont les plants ont tout le temps été améliorés, puis c'est ça qui fait notre alimentation d'aujourd'hui. L'exemple le plus spectaculaire, me semble, c'est le maïs. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, au Mexique, il existe la plante à l'origine du maïs. Ça s'appelle la théocinthe, donc elle existe encore dans la nature. C'est une petite plante avec juste quelques grains. Puis aujourd'hui, quelques milliers d'années plus tard, il y a le maïs dont nous autres, on bénéficie. Donc, que ce soit les plantes ou les animaux, c'est des sociétés d'autrefois, surtout les sociétés néolithiques. Mettons, de 10 000 ans avant Jésus-Christ aller jusqu'à 4 000 ans avant Jésus-Christ, c'est surtout là qu'il y a eu la domestication des plantes et des animaux. Il y a quand même quelques exceptions. Entre autres, la grande exception, c'est les chiens. Les chiens, on sait que c'est des loups domestiqués. Puis ça, c'est des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont fait ça. Il y a probablement 30 000 ans et plus. Même les chihuahuas sont les héritiers, dans le fond, les descendants des loups d'autrefois. Puis une autre exception aussi, c'est le lapin. Lui, ça fait juste 400 ans qu'il a été domestiqué. Mais donc, la majorité, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique, qui s'est produite dans plusieurs pays dans le monde, à différentes époques. C'est échelonné sur des milliers d'années. Puis nous autres, donc, la plus grande partie de notre alimentation, c'est un héritage des sociétés-là. La première forme d'organisation sociale de l'humanité, c'était des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que c'est des peuples qui vivaient dans la nature puis qui devaient aller chercher leur subsistance. T'sais, ils chassaient les animaux, ils pêchaient des poissons, ils allaient chercher des plantes, tout ça, mais ils étaient en quelque sorte dépendants de la nature. Une grande différence avec les sociétés agricoles, c'est que maintenant, les sociétés qui vont devenir comme ça, produisent leur propre alimentation, deviennent des producteurs alimentaires. Alors, ils ont leurs troupeaux, ils ont leur jardin, puis quand la population va augmenter, bien, il va s'agir d'accroître le troupeau, d'agrandir le jardin, puis ça va être possible de nourrir tout le monde. Ça, c'est une première différence qu'il va y avoir. Un autre, bien, ça accompagne, c'est la sédentarité. C'est que là, maintenant, au lieu de courir après les animaux, c'est possible de rester chez soi, puis ça vaut la peine à ce moment-là de construire des plus grosses maisons. Il peut y avoir des villages. Donc, là, c'est la sédentarité qui commence. Une conséquence importante de l'agriculture, ça va être la croissance démographique. Tant que c'était des chasseurs-cueilleurs, la population n'était pas si nombreuse. On estime, par exemple, que 10 000 ans avant Jésus-Christ, juste à la veille de la révolution néolithique, il y avait combien d'humains sur Terre? Bien, les estimations sont très approximative, mais on estime entre 1 et 10 millions d'êtres humains qui étaient dispersés là, en Amérique, en Europe, en Asie, en Australie. Tous ces endroits-là étaient peuplés, mais quand c'était des chasseurs-cueilleurs, la démographie était plutôt faible. Là, avec les agriculteurs, la population va augmenter beaucoup. Donc, on estime que 4 000 ans avant Jésus-Christ environ, probablement qu'on dépassait les 30 millions d'êtres humains. Donc, ce n'est pas tellement les chasseurs-cueilleurs qui ont prospéré, c'est plus les agriculteurs qui deviennent de plus en plus nombreux.
Une autre caractéristique aussi qu'il va y avoir, une autre conséquence, disons, qui va apparaître, c'est les inégalités économiques. La majorité des sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient très égalitaires, c'est-à-dire que tout le monde était pauvre égal. Juste à penser, admettons, aux Inuits, aux Algonquiens, aux Cris qu'il pouvait y avoir, comme autrefois au Québec, c'était des chasseurs-cueilleurs, donc très égalitaires. Quoique, on a trouvé des exceptions. Par exemple, il y a une tombe de 29 000 ans qui a été trouvée en Russie. Donc, 29 000 ans, c'est sûr que c'était des chasseurs-cueilleurs. Mais quand même, dans la tombe, il y avait un homme et 2 enfants. Puis il y avait comme une tunique où il y avait d'accrocher environ 13 000 perles d'ivoire. Ça veut dire probablement que c'était des aristocrates. C'était des personnes qui étaient comme plus riches que les autres. On pense que ça prend des années à fabriquer tout ça, et probablement qu'il devait y avoir des serviteurs qui ont fait ça. Donc, avec les agriculteurs, là, maintenant, il y a vraiment des classes sociales qui apparaissent. C'est-à-dire que, hey, c'est mon troupeau, hey, c'est mon jardin, hey, c'est ma récolte. Alors, il y a des personnes qui vont être plus riches que d'autres, qui vont avoir un statut social plus élevé. Puis ça, quand même, c'est une caractéristique importante. Qu'est-ce qui reste pareil d'une société à l'autre, entre les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs? Bien, ce qui reste pareil, au départ, les technologies rudimentaires. On continue à utiliser des pierres, du bois, ce qui est immédiatement accessible, disponible comme élément. Il n'y a pas encore de métaux qui ont été découverts. Donc, les technologies restent rudimentaires, même s'il y a des peuples qui peuvent avoir des bœufs pour labourer ou des chevaux, des ânes pour se déplacer, mais quand même, les technologies restent vraiment rudimentaires. Tout doit être fabriqué à force du poignet. Une autre caractéristique qui va être semblable, c'est la violence. On a découvert, par exemple, il y a 13 000 ans, donc à l'époque des chasseurs-cueilleurs, une fosse où il y avait 59 cadavres. Puis là, c'était des crânes défoncés, il y avait des pointes de flèches qui sont restées. C'était des chasseurs-cueilleurs, donc, qui ont fait un massacre. Dans le temps, mettons, comme en Europe, mettons comme en Allemagne, il y a plusieurs tombes collectives qui ont été trouvées, mais là, à ce moment-là, les autres, c'était des agriculteurs. Puis, donc, il y a eu beaucoup de massacres. C'était quand même pas des guerres mondiales, mais quand même, que ce soit les chasseurs-cueilleurs ou les agriculteurs, il y avait des conflits armés, des massacres, de sorte que l'humanité a un bon historique de violence, admettons. Une autre caractéristique qui va rester semblable, c'est les croyances surnaturelles. Autant chez les chasseurs-cueilleurs que chez les agriculteurs, c'était le Dieu qui a permis de créer le soleil autrefois, créer la lune. Quand il y a un coup de tonnerre, c'était le Dieu qui fait ça. Si on fait la danse de la pluie, ça va augmenter les chances qu'il pleuve. Il y a vraiment le même style de croyance. Puis non seulement vis-à-vis les événements naturels, mais également vis-à-vis les éléments plus culturels. Pourquoi on s'assoit de cette manière-là? Bien, c'est le premier Dieu à l'origine qui a décidé ça. D'où vient le chien? Bien, c'est le chien, ça provient de tel Dieu qui l'a créé à l'origine. Tout est expliqué par des croyances surnaturelles. Mais là-dessus, la grande différence, c'est que les agriculteurs, eux, ils vont travailler pour leur Dieu. De leur point de vue, les dieux demandent des monuments. Entre autres, dans plusieurs endroits dans le monde, il va y avoir des mégalithes. Puis encore aujourd'hui, en Europe, on estime qu'il y a environ 10 000 mégalithes. Un mégalithe, c'est une pierre qui a été taillée puis qui est mise debout. Les plus petites mesurent 1 mètre, mais il y en a qui mesurent 10 mètres, qui pesaient des dizaines de tonnes. Il fallait vraiment que c'est la population qui fasse ça, parce que les agriculteurs, eux autres, donc, c'était des travailleurs. Fait que quand ils avaient fini donc, de faire tout ce qu'il fallait pour subvenir à leurs besoins, bien, à ce moment-là, ils se mettaient à travailler pour les dieux, puis donc, ils en ont fait des milliers. Dans certains cas, c'était des dolmens. Les dolmens, c'est qu'il y a comme des murs en pierre, avec un gros toit en pierre aussi. Puis là, ça pouvait être recouvert de terre. Puis, admettons, ça se pouvait, il y a certains endroits où est-ce qu'au solstice d'été, bien là, le soleil éclaire, jusqu'au bout du corridor, telle pierre qui est là. Wow! On fait ça pour les dieux. Donc, les croyances surnaturelles restent vraiment importantes, mais sont orientées différemment. Dans le fond, on pourrait dire que la révolution néolithique, c'est 2 choses. C'est une révolution au niveau du mode de subsistance, puis
Puis aussi, c'est une révolution religieuse. À partir de ce moment-là, les chasseurs-cueilleurs avaient des croyances religieuses, mais ce n'était pas en fonction de leur travail. Ils travaillaient juste le minimum qu'il fallait dans une journée, puis le reste du temps, ils pouvaient faire de la musique, jouer du tambour. Il y a une flûte vieille de 35 000 ans qui a été retrouvée, donc c'était des chasseurs-cueilleurs qui faisaient ça. Tu sais, il y avait différentes activités sociales, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient dans la journée, tandis que les agriculteurs, eux, ils se mettent à travailler, non seulement pour leur subsistance, pour construire des maisons, leur village, mais en plus, ils se mettent à travailler pour leur Dieu. Ça, c'est la grosse différence. Ce qui est commun aux chasseurs-cueilleurs et aux agriculteurs, c'est que toutes ces communautés-là étaient indépendantes. Il n'y avait pas encore de roi pour venir unifier tout ce monde-là ou pas d'empereur. Ça, quand ça va apparaître, ça va être la prochaine forme d'organisation sociale de l'humanité où là, il va y avoir des rois et des empereurs. Les sociétés d'agriculteurs du néolithique, de 10 000 ans avant Jésus-Christ à venir jusqu'à moins 4 000 ans environ. Tout d'abord, les nouveautés par comparaison avec les sociétés de chasseurs-cueilleurs. La production alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a domestication des plantes et des animaux. Il y a sédentarité, donc les maisons sont relativement durables et il y a des villages. Il y a une croissance démographique. La population passe de moins de 10 millions d'humains à plus de 30 millions. Le développement des classes sociales, donc il y a des individus maintenant qui bénéficient de richesses et de pouvoir. P. Les similitudes avec les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Les technologies sont rudimentaires parce qu'il n'y a aucun métal encore. Les violences et les massacres de communautés semblent assez fréquents. Les croyances surnaturelles structurent l'imaginaire collectif, donc il y a encore l'animisme qui existe. Les rôles sexuels structurent encore les tâches des membres. Et la révolution néolithique est à la fois une révolution du mode de vie, c'est-à-dire agriculture et élevage, et une révolution des croyances surnaturelles, parce que maintenant, il y a la création d'imposants monuments religieux.